Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une nouvelle semaine de consolidation à plat pour les grands indices actions en Europe et aux États-Unis. Les performances sur l'ensemble de la semaine tournent autour de zéro avec un CAC 40 et d'autres indices européens qui sont en léger retrait sur cette dernière séance de la semaine. Le CAC qui tourne toujours autour de 7200 points avec un phénomène marquant du côté de la volatilité qui continue de s'écraser à des plus bas de 2 ou 3 ans désormais, puisqu'on voit le VIX, la mesure de la volatilité implicite du marché américain, qui est une référence mondiale en la matière. Le VIX est passé sous 14. Désormais, on ne peut plus parler de pessimisme à ce niveau de volatilité ou d'absence de volatilité sur les marchés quand en termes de prix, les indices restent quand même proches de leur sommet historique ou récent. On l'a vu encore avec la contribution du Nasdaq ces dernières semaines. Et sur le plan technique, l'indice large américain S&P 500 qui rejoint les autres grands indices de la planète, européens ou asiatiques, japonais, coréens, avec un rebond de 20% et plus désormais depuis son point bas du mois d'octobre, ce qui techniquement signale la sortie d'un bear market qui aurait été un des bear markets les plus longs de l'histoire pour le marché américain. Du côté des statistiques du jour, l'agenda reste très light, mais on a la confirmation qu'il y a une exception dans ce monde inflationniste aujourd'hui, c'est la Chine, avec une absence totale d'inflation recensée sur le mois de mai selon les chiffres publiés ce matin. L'inflation est à 0% d'un mois sur l'autre, elle est à 0% sur un an. La Chine qui est donc le trou noir déflationniste de la planète. Même le Japon a plus d'inflation que la Chine aujourd'hui. On connaît évidemment les problèmes structurels, démographiques ou autres de la Chine et de l'économie chinoise. Néanmoins, cette absence totale d'inflation est quand même frappante dans le monde actuel. Aujourd'hui, on notera par ailleurs que le marché chinois, qui a lourdement rechuté depuis plusieurs mois maintenant, est peut-être en train de tenter de rebondir. C'est ce qu'on a pu observer sur quelques séances au cours de cette semaine, avec le marché de Hong Kong notamment, qui semble avoir marqué un point bas au cours de cette semaine. Voilà pour le paysage des marchés aujourd'hui. Et puis nos sujets du vendredi, avec une fois par mois la F2IC et Oddo BHF Banque Privée. Aldo Sicurani sera avec nous pour évoquer le phénomène des retraites cotes, qui reste un phénomène important sur les marchés et sur le marché parisien. Et Pascal Sévy, Oddo BHF Banque Privée, sera avec nous pour développer et détailler un cas pratique de banque privée aujourd'hui. Mais d'abord, évoquons effectivement non pas le sujet des introductions en bourse, mais le sujet des retraites cotes, des sorties de bourse avec Aldo Sicurani. Une fois par mois, notre rendez-vous avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Aldo, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la F2IC. Effectivement, c'est... J'allais dire, c'est la face sombre ou la face cachée du monde boursier. On s'intéresse beaucoup, en tant que journaliste ou observateur boursier, aux introductions en bourse. Mais derrière ce phénomène d'introduction en bourse, il y a une vague peut-être encore plus puissante même, qui est celle des retraites de cotes. Absolument, on évalue que sur les 20 dernières années, dans le monde occidental, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, il y a à peu près un tiers d'entreprises en moins qui sont cotées qu'en 2000. Ah ouais. Donc alors là, l'actualité du moment, c'est le retrait d'EDF. On se souvient de l'entrée tonitruante de cette valeur en 2005 sur le marché, 5,6 millions de petits porteurs qui souscrivent, une action qui fait quasiment x3 en 2 ans, avant de s'effondrer sous des effets multiples, dont une politique un peu gouvernementale, un peu contradictoire, antinomique, avec absolument. Les intérêts d'une entreprise énergétique. Et voilà. Et puis l'État avait récupéré. Enfin,
elle avait mis 15% sur le marché, mais ils étaient remontés à 87, 88, donc ils sont sortis à 12 €. Et voilà, depuis hier, EDF n'est plus coté. J'allais dire, alors EDF c'est à la fois un bon exemple et un exemple assez particulier, puisque oui, c'est toujours resté une entreprise publique, majoritairement dominée dans son capital par l'État français. Donc effectivement, il y avait eu cette petite cession d'un bloc privé sur le marché, mais il y avait toujours l'idée quand même que la puissance publique était derrière et qu'un jour, potentiellement, effectivement, il y avait... Soit ils en mettraient plus, soit ils retiraient. Oui, c'est ça. Bon. Après, ça existe aussi pour des entreprises qui sont totalement privées, ce phénomène de retrait de cote. Absolument. Il y en a eu une petite dizaine là sur les 5, sur le premier semestre. On va avoir très bientôt la sortie de Vilmorin, Limagrin qui sort Vilmorin, mais il y a eu Somfy, Manutan, Groupe Flo, donc l'année dernière Suez dans le cas du rachat par Veolia. Il y a eu le retrait de Natixis, donc et puis CNP également. Donc vraiment parfois des valeurs très très importantes. Europcar, Suez, oui, je sais plus, vous l'avez cité. Oui, Suez, c'est cité. Oui, pardon. Donc alors il y a plusieurs phénomènes. Parfois c'est des majoritaires de contrôle qui décident de retirer des titres de la cote parce que, dans le cas de BPCE par exemple, ou la famille qui contrôle Unibel avec Fromage Ribel, parce que les cours sont devenus tellement bas que, c'est une opportunité à saisir. Voilà. Et dans d'autres, ce sont des opérations de rachat, de fusion, d'acquisition. Veolia avec Suez, c'est un cas. Et parfois, ce sont des gros minoritaires qui essayent de se mettre décident de sortir une société de la cote. Alors il y a un cas très emblématique dans le midi de la France, la société du tunnel Prado Carénage. Beaucoup d'actionnaires individuels en avaient parce que ça servait de très gros rendement. Sûr. Veolia, Vinci et Eiffage, qui avaient chacun 30% du capital ou 35% du capital, ont fait une offre tellement ridicule que personne n'a porté ses titres. Oui, c'est ça. Oui. Et vous dites effectivement, il faut bien avoir en tête que le bilan de l'année 2022 est assez parlant de ce point de vue-là, mais j'imagine qu'on retrouve ce phénomène sur des années précédentes. On vit bien un phénomène d'attrition de la cote boursière à Paris, en Europe et aux États-Unis. Sur ces grands marchés développés, c'est une vraie tendance année après année. Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. Alors il y a des raisons structurelles, c'est-à-dire que pendant de très nombreuses années, ça ne vous a pas échappé, l'argent était gratuit. Donc pour les entreprises, se financer, finalement, c'était moins cher d'aller sur le marché obligataire ou se faire financer par leur banque que d'aller sur le marché boursier. Parce que bon, c'est pas toujours le cas, mais quand vous êtes coté en bourse, d'abord il y a des frais, il y a des coûts de cotation, et puis ensuite, les actionnaires parfois, sauf si vous êtes une valeur technologique, ils veulent des dividendes, et le rendement moyen du CAC 40, c'est 3 ou 3,5%. Donc maintenant, ça va, mais il y a 2 ou 3 ans, c'était beaucoup plus cher que le coût du capital. Ensuite, l'autre phénomène, c'est que il y a eu des allègements de réglementation qui ont fait que ça a permis de fluidifier en fait le marché. En France, la loi Pacte de 2019 a d'ailleurs, c'est une politique générale en Europe, baisser le niveau auquel une entreprise, un actionnaire peut demander le retrait de la cote de 95 à 90%. Et ça, de passer... Donc, de n'avoir besoin plus que de 90% du capital pour... Et des droits de vote. Et des droits de vote pour forcer un retrait de la cote, passer de 95 à 90, ça fluidifie, ça change un peu... C'est énorme parce que si vous êtes à 95, vous pouvez avoir des petits malins qui vont acheter des titres en se disant... Ils ne vont pas atteindre les 95%, on va pouvoir avoir une amélioration du prix. De 95 à 90, le cas de EDF était emblématique. L'État avait 87 ou 88% du capital, ils étaient sûrs d'atteindre les 90. Et là, une fois que vous avez 90 des
droit de vote et du capital, vous pouvez lancer une offre publique de retrait. Alors que si vous n'avez qu'un des deux, vous devez lancer une offre publique de retrait. Alors, l'offre publique de retrait obligatoire. Oui, c'est ça. Cas, oui, auquel on est obligé d'apporter. Voilà, on est obligé d'apporter. Ouais. Oui, donc le cadre réglementaire, facilite, en tout cas, ces mouvements de... Absolument. Et donc, on le voit bien, on l'a bien vu dans le cas d'EDF, on l'a vu dans le cas de Suez, d'une certaine manière. Le marché s'est mis à... Alors, Suez, Veolia a dû faire une surenchère. Mais autrement, le marché s'est mis à peu près au niveau du prix proposé par l'initiateur de l'offre. Ah ouais. Dans le cas de Limagrain et Villemorin, il n'y a manifestement pas de spéculation sur le titre. C'est beaucoup plus compliqué de pouvoir entraver une opération aujourd'hui. Quel est l'effet sur les prix proposés pour sortir les entreprises ? Si on a besoin de moins de capital et de droits de vote que précédemment, est-ce que ça a un impact sur les prix proposés par les initiateurs des opérations ? Du coup, les offres sont moins généreuses. Du coup, les offres sont moins généreuses. Alors, on a quand même eu de belles primes sur Unibel, sur Fromagerie Belle. C'est quand même une prime de 50% ou 45%. Unibel a fait une offre, a augmenté de 100 € son offre. Veolia sur Suez aussi. Mais là, bon, il fallait aussi convaincre la direction de Suez. Donc, c'est pas uniquement parce que la réglementation est plus simple que Veolia n'a pas fait une offre généreuse. Mais il fallait aussi convaincre le management de Suez. Donc, mais disons que le jeu du chat et la souris est quand même beaucoup plus compliqué et on constate quand même des offres moins généreuses. Alors quand elles sont ridicules, comme dans le cas c'est ce que vous disiez sur les tunnels. Le tunnel marseillais. La sanction est là. La sanction est là. Et d'ailleurs, un an plus tard, les Vinci et Eiffage ont toujours... Non, ils ont toujours 64 ou 65% du capital à eux deux. Ouais. Face à ce phénomène d'attrition de la cote, de retrait de cote, alors avec en plus un cadre réglementaire qui allège un peu les contraintes, est-ce qu'un opérateur boursier comme Euronext apporte quand même aussi des réponses peut-être pour des entreprises qui voudraient s'introduire ou pour qui la question de sortir peut se poser? C'est un discours qu'on a beaucoup entendu chez des patrons de sociétés de petite taille ou de taille intermédiaire. L'opération d'introduction en bourse, évidemment, reste une étape très importante. Ça donne la visibilité, ça permet de lever des capitaux à un moment important du développement de l'entreprise, etc. 1, 2, 3 ans après, si la boîte est en autofinancement, s'il n'y a pas de changement majeur dans les prévisions, dans la stratégie de l'entreprise, beaucoup estiment que c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de coûts, il faut entretenir une relation avec des actionnaires en permanence, etc. Est-ce que le bilan à l'arrivée est forcément positif ? C'est pas évident. Eh bien, écoutez, c'est peut-être à des gens comme Guillaume Robin, le PDG de Thermador, que vous devriez poser la question, parce que eux, ils sont en ligne, ouais. ils sont cotés depuis 1987 et ils n'ont jamais fait appel au marché et ils sont convaincus de l'intérêt d'être en bourse. Alors, c'est vrai que ça apporte une rigueur. Ça oui. Ça apporte un prix. Ça structure. Ça apporte un prix. Bon, il y a quand même des progrès à faire. Je sais que l'association Middle Next est très très vocale. Mais ils le font. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup d'allègements, beaucoup de fluidification aussi pour la cote, pour les cotations, etc. Alors, là, maintenant, ils sont en train de réfléchir la place est en train de réfléchir à des mesures pour rendre la place de Paris plus séduisante, en particulier pour des acteurs étrangers. Moi, ce que je constate quand même, et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans un marché haussier, parce que vous l'avez cité tout à l'heure... on verra jusqu'où le marché est haussier. Oui. Oublions, mais jusqu'à fin avril, on était à 15, 16, 17% sur le CAC 40, hors dividende, et pas d'introduction en bourse. Non, c'est vrai. Et ça, c'est nouveau. Ouais. Il y en a eu à peine une poignée, moins de 5, je pense. Et puis des toutes petites valeurs. Donc... ça, c'est alors qu'en normalement c'est une fenêtre de tir. En 2021, c'était ça se bousculait au portillon. Ouais. Et là, et je crois que ce n'est pas qu'en Europe. Non.
Et donc là, il faut quand même qu'on s'interroge sérieusement sur les raisons de cette désaffection. La place la plus dynamique pour les introductions en bourse dans le monde aujourd'hui, c'est la Chine. Absolument. C'est là où il y a le plus d'introductions en quantité, en tout cas depuis un moment. Merci beaucoup Aldo. Aldo Sicurani, avec nous une fois par mois, notre rendez-vous avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Une fois par mois, nous avons rendez-vous également avec le monde de la banque privée et Pascal Sévy qui est à nos côtés, team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Bienvenue avec le cas d'un client alors que vous allez nous décrire qui est retraité, 68 ans. Pas encore retraité. Pas tout à fait retraité. Ouais, il a 68 ans, qui a fait fortune à travers des opérations dans le non-coté qui ont débuté il y a plus de 20 ans. Et qu'il a investi et réinvesti au sein de son PEA. Le sujet de départ, c'est le PEA. Tout à fait. Ce qui a été une très bonne idée, mais Ouais. qui devient une moins bonne idée en vieillissant, pour plein de raisons. Non, mais déjà, premier point, sa fortune est faite dans le non-coté et ces actifs-là sont logés dans le PEA. Tout à fait. Premier appel. On peut avoir du non-coté dans ce plan épargne-action. Oui. Alors, il y a quand même un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Déjà, quand on acquiert les titres, il faut que ça vienne avec des liquidités qui sont à l'intérieur du PEA. On est toujours dans la limite de versement des 150 000 €, exactement comme pour le coté. Et une autre particularité, c'est qu'il ne faut pas avoir détenu ou détenir avec un groupe familial plus de 25% de la société. Le groupe familial, c'est le conjoint au Pacs, les ascendants et les descendants. D'accord. Donc lui, dans son cas, il pouvait tout à fait le faire. Et là encore, la société, elle doit respecter les mêmes critères que pour le coté, donc être européenne, soumise à l'impôt sur les sociétés, avoir moins de 5 000 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard ou un bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Une fois que ces conditions sont respectées, on peut tout à fait abonder son PEA. Alors je ne vous dirai pas à quel montant il est arrivé au final, mais avec 150 000 € de versement, 16 millions d'euros. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc, quand les opérations sur 20 non-cotées ans, sont bien passées... Oui, 20 ans dans le non-coté, partant de 150 000 €, Voilà. oui, ça peut faire x10, quoi. Exactement. C'est exactement, c'est le exactement but, ça. c'est à peu exactement près ça. d'ailleurs la promesse du non-coté. Fois 100. J'ai dit x10, x100. Alors, on ne voit pas beaucoup de PEA de cette taille, Ben non, ouais. mais bon, c'est quand même un point de C'est notaire. quoi l'avantage dans ce cas où c'est sur ces 20 années effectivement de capitalisation, quel est l'avantage d'avoir tout remis à chaque fois dans le PEA? On a les mêmes avantages que pour le coté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt de plus-value tant que l'argent reste dans le PEA une fois que la plus-value est réalisée. Et puis dans le non-coté, on est plutôt long terme, donc si le PEA a plus de 5 ans et qu'il fait un retrait, seuls les prélèvements sociaux sont dus. Comparez ça avec un compte titre. Sur le compte titre, en fiscalité, puisqu'il y a plus que les prélèvements sociaux à payer, vous allez devoir payer entre 12,8 et 16,8 en plus. Les 4% d'écart, c'est la potentielle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mais l'autre point qui est important, c'est que sur un compte titre, vous réalisez une plus-value, vous êtes tout de suite soumis à la fiscalité. Dans le PEA, c'est vous qui maîtrisez votre timing de sortie. Ouais. Donc si vous avez envie de payer votre fiscalité 10 ans après, c'est votre choix en fait. Et cette maîtrise de la fiscalité, elle est aussi intéressante. Ouais. Et pour les dividendes, c'est la même chose, sauf si leur valeur est supérieure à 10% de la valeur d'acquisition. Mais dans la plupart des cas, ils sont pareillement pas soumis à l'impôt. Est-ce que ça pose à l'inverse un problème d'avoir un PEA de cette taille? À partir de quel montant d'ailleurs ça peut devenir un problème d'être trop concentré sur son PEA? Il y a plein d'avantages, mais les deux inconvénients majeurs, c'est que d'abord, vous ne planifiez pas du tout votre succession, alors qu'il y a d'autres enveloppes qui permettent de le faire, et aussi parce que le PEA, il a vocation à investir dans une seule classe d'actifs, qui sont les actions, et dans une seule zone géographique, qui est l'Europe. Donc en gros, c'est actions européennes ou liquidités. Et évidemment, ça nous limite quand même fortement dans le choix qu'on peut faire. Donc il arrive avec son PEA, en fait, après une belle carrière, une belle fortune réalisée en 20 ans. Et en fait, quelle question il se pose? Et il n'a pas préparé la suite. En fait, il n'y a aucune structuration patrimoniale. Donc nous, ce qu'on lui propose, c'est de souscrire un contrat d'assurance vie. On peut adresser la problématique de succession. On peut fortement augmenter notre palette d'investissement. Et en plus, on garde quand même l'aspect capitalisant, puisque l'assurance vie, comme le PEA, tant que vous ne rachetez pas, vous ne sortez pas d'argent, ça capitalise, il n'y a pas de fiscalité intermédiaire en fait à payer. Donc diversification et succession, c'est ça que le conseil que vous lui apportez. Exactement, c'est vraiment sa problématique en fait qu'il n'a pas encore adressée jusqu'à présent. Sur la succession, on peut rappeler effectivement peut-être les avantages d'un contrat d'assurance vie, Pascal. Tout à fait. Alors, notre client a moins de 70 ans, donc il y a deux cas. Sur les primes qui sont versées avant 70 ans, il y a une taxe de 20%
sur 700 000 euros après abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Donc vous faites le calcul, si vous avez 5 bénéficiaires, vous arrivez assez vite en fait à ce montant-là. Et c'est 31,25 au-delà. Pourquoi c'est intéressant ? Comparé simplement avec la grille des droits de succession habituels, pour un héritier en ligne directe, on arrive vite à 45%. En plus, les abattements sont moins intéressants. Et je vous laisse imaginer, pour un héritier qui n'est pas en ligne directe, on monte assez vite à des taux jusqu'à 60%. Donc c'est quand même très élevé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est très importante, nous, c'est un outil qu'on utilise énormément, la clause bénéficiaire. J'ai envie de vous dire que c'est un formidable outil hyper puissant de planification successorale. Déjà, vous pouvez la modifier à tout moment jusqu'au décès. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Et vous pouvez, à partir du moment où vous respectez la réserve héréditaire, décider en fait de nommer des bénéficiaires qui ne sont pas en ligne directe. Ou si vous n'avez pas d'héritier, c'est aussi très intéressant. Et la clause, en fait, elle a plein de tiroirs possibles. Donc vous allez pouvoir privilégier conjoints et ou enfants et ou petits-enfants, avec une possibilité pour eux d'y renoncer au profit, etc. Vous pouvez vraiment la rédiger comme bon vous semble. Vous pouvez nommer des amis, des associations. Ouais, donc vraiment formidable outil de grande flexibilité. Énorme flexibilité. Et parfois, il y a même des notaires très sophistiqués qui vont vous aider à la rédiger quand elle est complexe et qu'il y a évidemment des très gros enjeux patrimoniaux. Il a 68 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe s'il laisse filer les 70 ans et qui souscrit un contrat ou des contrats d'assurance vie après 70 ans ? Alors déjà, on a le droit de le faire. On a aussi le droit d'abonder un contrat existant. Nous, on conseille plutôt d'en ouvrir un nouveau puisqu'ils n'ont pas la même fiscalité. Ouais. Donc c'est comme ça ne pollue pas non plus l'ancien. Dans ce cas-là, donc ce qui est versé après 70 ans, seul le capital investi rentre dans la succession. Mais toute la plus-value réalisée jusqu'à son décès est exonérée d'impôt. Ah oui. Donc ça, d'impôt de succession, droit de succession. Donc si vous avez un septuagénaire qui est en grande forme, qui a une longue vie devant lui et qui est bien conseillé quand même, parce que le but c'est quand même de faire de la performance pour profiter de cet avantage, pour lui c'est extrêmement intéressant. Il y aura tout un pan de son contrat en fait qui sera pas, pour lequel ses héritiers ne paieront pas de droits. Qu'est-ce qu'en termes d'allocation, donc dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, avec la diversification permise, autorisée par ce type de contrat, qu'est-ce que vous lui avez recommandé comme type d'allocation à son âge, à 68 ans? Peut-être juste avant de dire ce qu'on a recommandé, je voulais vous rappeler ce qui est possible de faire dans un contrat d'assurance vie. En gros, il y a deux poches. Le fonds général en euros et la poche unité de compte. Le fonds général en euros, c'est un outil qui est géré par la compagnie d'assurance, qui offre du rendement et qui est protégé en capital au quotidien. Il est très souvent composé en fait, d'obligations plutôt de bonne qualité. Un point notable, dès 2022, et c'était très intéressant d'observer ça, les compagnies ont su quand même augmenter leur rendement. Il y avait quand même des concurrents qui étaient là, le livret A, même si c'est des montants plus limités, et même le fonds monétaire. Oui. Donc ils ont quand même compris qu'il fallait y aller. L'autre chose aussi, ça c'est une tendance qui dure maintenant depuis quelques années, les compagnies d'assurance ont tendance à inciter les souscripteurs à faire des unités de compte. Bien sûr. Je vais y revenir dans quelques minutes. Les unités de pour faire ça, pour les inciter à faire ça, elles vont proposer un bonus sur le fonds euro à condition qu'une proportion importante en unités de compte. Ouais. Et donc, les unités de compte, justement, c'est la poche du contrat qui va être investie sur les marchés financiers. Donc là, vous allez avoir des actions, des obligations. Et il y a plusieurs modes d'interaction possibles. Donc, soit vous décidez de tout faire vous-même en orientation libre. Dans ce cas, vous avez une liste de supports mis à disposition de la compagnie. Vous choisissez vos supports, vous les arbitrez comme bon vous semble. Mais vous pouvez également décider de nommer un gérant financier et lui confier un mandat de gestion ou un mandat de conseil. Donc nous, dans le cadre de notre client, déjà on a privilégié le mandat de conseil parce que compte tenu de son passé d'investisseur aguerri, on s'est dit qu'il aurait beaucoup de mal en fait à ne pas être impliqué dans la gestion au jour le jour. Et on lui a proposé un contrat avec 30% de fonds euros. Donc on le sort petit à petit des gros risques quand même qu'il a pu prendre. Et 70% unités de compte selon un profil équilibré. Donc ça lui fait une exposition au marché action autour des 35-40%. Donc on sécurise un peu en le faisant ça, on le laisse impliquer et on lui permet de aussi avoir accès à plusieurs classes d'actifs et plusieurs zones géographiques. Qu'est-ce qu'on peut dire des différentes typologies de contrats d'assurance vie? Il y a le contrat français, le contrat luxembourgeois également, oui, Pascal. Tout à fait. Alors les deux sont possibles, les deux sont tout à fait légaux. Le contrat luxembourgeois a une particularité. Donc, quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, on en avait parlé la dernière fois d'ailleurs, vous portez un risque de contrepartie. Donc au-delà de bien choisir son assureur, le Luxembourg offre un avantage, c'est qu'en fait, grâce à un système typiquement luxembourgeois, vous êtes créancier de premier rang. Donc si la compagnie était amenée à défaillir, vous êtes remboursé en priorité. La deuxième chose, c'est que ces contrats sont réputés pour être beaucoup plus souples. Donc je vais vous donner un exemple.
et on a pas mal de clients qui le font. Vous souscrivez un contrat luxembourgeois, vous pouvez avoir vos 30% de fonds euros. Mais vos unités de compte, vous pouvez dire, je mets 20% dans un fonds interne dédié, donc ça c'est du mandat de gestion que je confie à la banque A. À côté, je fais mon portefeuille en gestion conseillée dans ce qu'on appelle un fonds d'assurance spécialisé que je confie à la banque B, et vous pouvez multiplier en fait comme ça les supports. Et un point quand même très important, quand vous avez un contrat luxembourgeois, il y a une obligation déclarative comme les comptes à l'étranger. Oui. On a clôturé hier, période de déclaration d'impôt. Bon. Vous pouvez revenir dessus si vous ne l'avez pas fait. N'oubliez pas quand même de le déclarer. Très très important. Ouais. Puis on a accès aussi à des produits aussi peut-être un peu plus sophistiqués aussi, voilà. Oui, Mais tout à fait. Pour une clientèle qui peut supporter des produits plus sophistiqués. Typiquement du non-coté en fait. C'est ça. Donc les contrats luxembourgeois les acceptent et vous pouvez avoir même plusieurs dépositaires, un pour le non-coté, un pour le coté. C'est vraiment très souple et très flexible. Je reviens à la case fiscalité là. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est-à-dire comment on sort 16 millions, s'il faut sortir 16 millions du PEA pour les mettre sur un ou des contrats d'assurance vie. Qu'est-ce qui se passe entre les deux en termes de fiscalité, Pascal? En fait, ce qui est compliqué, c'est que quand vous n'êtes pas obligé de payer la fiscalité, vous avez tendance à repousser la décision. Et je laisserai les personnes qui vous écoutent faire le calcul. C'est quasiment 16 millions de plus-value. Parce qu'entre 16 millions et 150 000 euros de versement, fois 17,2. Bon, voilà. Donc, on n'a pas d'impôt de plus-value, mais on a quand même une fiscalité conséquente. Et en fait, l'argument du rendement, de lui dire, on va diversifier, on va faire d'autres classes d'actifs, pour quelqu'un qui a gagné autant d'argent en 20 ans, c'est compliqué comme argument, en fait, pour lui à entendre. Par contre, il est quand même sensible à l'argument succession. Parce que si... on lui souhaite évidemment longue vie, mais s'il lui arrivait quelque chose demain, le PEA, il est liquidé tout de suite. Ouais. Tous les prélèvements sociaux sont payés tout de suite. Ouais. Et il passe par la grille droit de succession. Donc, il va payer, en fait... Plein pot, partout. Plein pot. Ses héritiers, vont payer plein pot. Et donc, forcément, là aussi, on peut faire le calcul. Cet argument, il est quand même... il est beaucoup plus percutant. Et dans l'assurance vie, juste pour vous rappeler le différentiel, la tranche la plus haute en succession... en taux payé, c'est 31,25, compte quasi 45 en direct, si on ne fait rien. Et les abattements, en plus, sont plus intéressants. Donc, petit à petit, on le convainc avec cet argument. Et en fait, il sort les sommes progressivement pour pas que ce soit trop douloureux. Donc, tout dépend du lien ou du rapport qu'il entretient avec sa succession. Ses héritiers. C'est ça voilà. Mais en l'occurrence, il y est plutôt sensible. C'est ça. J'espère, évidemment. Merci beaucoup, Pascal. Merci pour cet éclairage sur PEA versus assurance vie dans ce cas pratique de banque privée que vous nous avez présenté une fois par mois. C'est notre rendez-vous avec Oddo BHF Banque Privée et Pascal Sévy qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.